Moi, c'est Flo. Depuis maintenant 1 an, j'écris au fin fond de ma tanière des podcasts sur l'histoire et les phénomènes web. J'étais tout de même bien embêté car à force de faire le malin, à raconter des histoires, je me retrouvais perdu, embué dans une création chaotique. Et puis, comme Jeanne d'Arc, j'ai vu la lumière et j'ai eu une idée plutôt brillante. Qu'importe la trame narrative qui n'intéressait que mes fans les plus fervents, qu'importe qu'on soit tiré des griffes d'un faux vampire hanté par le Slenderman, qu'importe qu'après une dernière tape amicale, on soit quand même juré de se revoir dans cet espace-temps ou un autre, qu'importe Nestor, la jolie serveuse, Vlad et tous les autres, qu'importe qu'à ce moment précis de l'histoire, nous sommes abductés par des aliens qui nous poursuivent pour quelque obscure raison depuis le début du podcast. Après tout, si les gens veulent en savoir plus, ils n'ont qu'à aller voir le reste de mes vidéos, ça me fera un peu plus de YouTube monnaie, manque plus que quelques titres putaclic et je suis sur la voie du succès. Ah là là, que c'est bon enfin de mettre un pied dans le monde capitaliste. Alors, comme ça, voilà les meilleurs youtubeurs de France. Bah, c'est-à-dire que... Allons, ne soyez pas modestes. Nous vous avons traqué à travers le temps et l'espace. Nous avons comme projet de transmettre un message à la Terre entière. Et quoi de mieux pour cela qu'un youtubeur populaire? Il est givré ou il est fait exprès là? Allons, c'est bien vous, c'est normal en Russie. Ah ok, en fait vos deux sous-fifres sont complètement cons, hein. Ça c'est Antoine Daniel. Allons, vous avez bien des millions d'abonnés. Bah c'est-à-dire qu'on en a 50. Bordel, mais pourquoi ils m'ont collé de pégus comme vous alors? Non mais attendez, si vous voulez on peut vous montrer un petit peu ce qu'on sait faire et puis en échange vous nous libérez. Comme ça vous serez pas venu pour rien quoi. Non mais c'est-à-dire qu'on a rien préparé là, on va parler de quoi Flo? J'ai ma petite idée. Salut tout le monde, c'est Flo dans le podcast, toujours accompagné de Nestor. Kakuk Groshi, Globuk Blackly, Clacky, Glu, Laïdit Klep, Lenlai, Agluk. Non mais pourquoi tu dis ça? Bah, pour que le grand Manitou extraterrestre nous comprenne. Non mais attends là, t'es quand même au courant qu'il parle notre langue. Ah bah oui, merde. Il faut dire que la possible forme de vie venue d'ailleurs est enracinée dans notre histoire. Les textes religieux comme la Bible ou encore le Coran suggéreraient l'existence d'extraterrestres. Les premières hypothèses philosophiques ne dateraient également pas d'hier, mais du 6e siècle avant Jésus-Christ, période pendant laquelle le philosophe grec Anaximandre... Oh non mais franchement, ça sert à quoi de porter un nom pareil si c'est pas pour se la péter en société? Bonsoir, c'est Anaximandre. Si on parlait de la déclinaison phospho-politico-luminescente de l'indexation des parts du marché de mon cul. Le philosophe qui évoquait la possibilité d'une pluralité cosmique. Cette idée se retrouve également dans des théories plus récentes, notamment chez Kant, qui évoque l'idée qu'il y ait aussi des habitants dans d'autres mondes. Cependant, le réel point de départ scientifique de toute cette mythologie de extraterrestres arrive au début des années 50. À cette époque, pendant un repas copieux et apparemment bien arrosé, l'italien prix Nobel de physique Enrico Fermi va interroger ses collègues de la manière suivante. Étant donné les milliards d'étoiles et de planètes gravitant autour d'elle, comment se fait-il que l'Italien n'ait pas encore reçu la visite d'extraterrestres? Cette interrogation, appelée paradoxe de Fermi, pose les premiers débats autour d'une possible vie extraterrestre dans l'espace. Ce paradoxe va trouver un écho dans le monde merveilleux des mathématiques au travers de 2 équations visant à quantifier le possible nombre de planètes habitées. Par contre, vous m'excuserez, j'ai suivi un parcours littéraire et arrêté de comprendre les maths dès l'apparition du X. Je vais cependant laisser l'explication à mon matheux de Nestor, qui je suis sûr va se faire une joie de tout vous expliquer. C'est à toi. En 1961, l'américain Frank Drake décline sous forme d'équation le potentiel nombre de civilisations extraterrestres avec qui on pourrait rentrer en contact. Alors l'équation, la voici. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, il y a pas mal de F, hein, avec des petites lettres à côté, et que... ça a l'air d'être égal à N, qui évoque... Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions à se poser sur son orientation politique, du monsieur. Car FN, Jeanne, au secours. Bon, faut savoir aussi qu'il y a eu une deuxième équation, en 2013, rédigée par Sarah Seeger, et ce
qu'on peut remarquer comme évolution, c'est qu'il y a un H déjà, hein. Et un Z aussi. Et grâce au développement de la radioastronomie et à l'équation de Drake, le programme SETI voit le jour en 1959. Ce dernier regroupe plusieurs projets visant à établir une communication avec des extraterrestres via des ondes radio à l'aide de satellites gigantesques tels que celui bien connu d'Arecibo se trouvant à Porto Rico. C'est d'ailleurs dans le cadre de ce projet que vont être lancés au début des années 70 les fameux messages des sondes Pioneer censées représenter notre système solaire, la Terre et les terriens. Partant du principe que le langage mathématique est universel, les plaques se veulent une représentation logique qui pourrait être comprise par n'importe quelle forme de vie extraterrestre. Vu la taille du sifflet de l'homme, j'avoue que c'est une représentation glorieuse de notre civilisation. Les mecs, regardez, on a des micro-pénis. Mais enfin, Nestor, c'est bon, laisse donc les micro-pénis tranquilles. Ah bon, pourquoi tu défends les micro-pénis, toi, maintenant? On peut savoir pourquoi. Enfin, Nestor, pour rien, comme ça, quoi, rien, rassure-toi, quoi. Enfin bref, en aparté, il est à noter que pour les 50 ans de la NASA, la chanson des Beatles Across the Universe fut envoyée dans l'espace en direction de l'étoile polaire. Heureusement qu'on n'a pas fêté les 50 ans cette année, on aura envoyé du PNL dans l'espace, j'imagine même pas la gueule des aliens à la réception du colis. Non mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et à part un seul signal capté en 1972, le signal dit « Waouh », aucun autre résultat n'a été obtenu. Mais ne nous arrêtons pas là, car un autre grand motif d'espoir concernant la vie extraterrestre concerne notre bonne planète rouge. Et pour vous l'expliquer, je laisse la parole à mon bon vieux Nestor. C'est à toi. La planète Mars est certainement la planète extraterrestre à connaître le plus de succès. Cette dernière ressemble de par sa taille et aspect à la Terre. Il n'en faut pas plus pour commencer à alimenter les cerveaux les plus féconds, pour y voir de possibles traces de vie similaires à la vie terrestre. Il faut attendre le 19e siècle et la construction de télescopes puissants pour commencer à observer Mars de beaucoup plus près. 2 astronomes italiens vont être les premiers à dresser les premières cartes martiennes en mettant en évidence un réseau de canaux sur Mars. Le richissime astronome Percival Lowell va également défendre la théorie des canaux qui aurait permis aux Martiens de se prémunir contre les effets de la sécheresse. Bien que formellement démenties, ces théories vont garder un écho dans l'imaginaire collectif. Concrètement, de nombreuses missions spatiales lancées notamment par l'ESA, Agence spatiale européenne, vont être menées. En 2003, le satellite Mars Express est lancé afin d'explorer l'atmosphère et les couches supérieures de la planète rouge. La présence de glace et de méthane en abondance vont encore alimenter la théorie d'une possible vie martienne. Depuis, de nombreuses missions d'exploration ont été lancées pour étudier un mystère encore très loin d'être résolu. Les missions Phoenix et MSL continuent encore de nous faire rêver sur cette planète que l'homme fantasme depuis la nuit des temps. Malgré ces nombreuses incertitudes, les recherches scientifiques continuent. Le célèbre Stephen Hawking lance un programme de recherche en juillet 2015 nommé Breakthrough Listen, dans le but de trouver une forme d'intelligence extraterrestre. Enfin, à l'université de Laval au Québec, et non pas en Mayenne, faut pas non plus déconner, 2 chercheurs ont affirmé avoir reçu non pas 1, mais 234 signaux possibles de civilisation extraterrestre. Bien que cela ne reste que des suppositions, cela démontre tout de même la témérité des chercheurs déterminés à trouver un signal de vie dans l'espace. Pour les théories scientifiques, c'est fait, et maintenant passons aux choses sérieuses. Attachez vos ceintures et rentrons tous ensemble dans le joyeux monde des complots extraterrestres. Et évidemment, dès que ça devient moins sérieux, je laisse la parole à mon fougueux Nestor, c'est à toi. Beaucoup de légendes entourent une possible trace extraterrestre sur Terre, à commencer par la mythique Zone 51. Cette base aérienne militaire se situant dans le Nevada est un lieu attirant beaucoup les regards curieux. Son côté ultra surveillé et très secret a tout de suite développé une sorte de fantasme sur une possible connivence avec les extraterrestres. Différentes personnes affirmèrent avoir aperçu des ovnis voler dans les environs de la zone. Plusieurs théories affirmaient même qu'on y faisait des expériences sur des extraterrestres. Malheureusement, la vérité est tout autre. Des documents déclassifiés en 2013 par la CIA affirment que le lieu était en fait une piste ultra secrète où des avions espions, les U-2 au design futuriste, y furent développés et testés à partir de 1955. De nombreux avions au design étrange ont été également testés par la suite. Bien évidemment, si tout ceci était tenu secret, cela était dû au contexte politique de guerre froide entre l'URSS et les USA. Les avions étaient tout simplement des espions allant s'aventurer chez nos amis de l'Est. Dans le contexte tendu de la guerre froide, ça aurait quand même été pas de bol si un glandu venait révéler au grand jour les vraies actions de la zone. Oui, bonjour monsieur Trump, Étienne de la Mornay de Chasse Nature, Pêche et Tradition. Si vous vous demandez, qu'est-ce que vous faites réellement dans la zone 51 ? Oh, eh bien écoutez, c'est très simple. On y développe des avions pour espionner les Russes. Et...
Non mais sérieusement Nestor, franchement, les gens sont tellement faciles à berner avec ce genre d'histoire. Oui, bonjour monsieur, Étienne de la Mornay, chasse, nature, pêche et tradition. Alors comme ça monsieur, vous avez une chose extraordinaire à nous raconter? Oui, tout à fait. Il est vrai que j'ai fait une trouvaille tout à fait extraordinaire la semaine dernière. Alors que je me baladais à Paris, je suis tombé sur quelques participants de la manif pour tous. Au détour d'une conversation, j'ai entendu un des leurs dire « Oh, moi les homosexuels, je les aime bien !» Alors j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Depuis maintenant une semaine, je le tiens prisonnier dans ma cave. Je suis prêt à vous le montrer. Eh ben très bien, allons-y tout de suite. Vous oubliez pas un petit quelque chose avant? Ah oui, c'est vrai. Mireille, préparez le chéquier s'il vous plaît. Ces avions ultra sophistiqués étaient capables de voler à plus de 20 000 mètres de haut, ce qui était impensable à l'époque. Selon les experts, le reflet des ailes argentées de l'avion aurait pu faire penser à des lumières d'ovnis. Il est à noter également que les signalements d'objets volants non identifiés se seraient multipliés pendant les tests de ces avions espions. Malgré ces affirmations, la culture populaire, grâce à de nombreux films comme Paul, E.T. ou La rencontre du troisième type, ou des séries comme X-Files, a permis de faciliter le rapprochement entre cette mystérieuse zone et la vie extraterrestre. Et ce n'est pas l'histoire de l'alien de Roswell qui va arranger la chose. En 1947, un communiqué de presse de l'armée de l'air américaine indique que la carcasse d'un mystérieux disque volant a été retrouvée au Nouveau-Mexique à Roswell. Par la suite, un communiqué de la même source affirmera que cet objet n'était autre qu'un ballon-sonde destiné à espionner les Russes. Malheureusement, les rumeurs étaient déjà lancées sur la possible trace d'un véhicule extraterrestre retrouvé à Roswell. Et encore mieux, le cadavre d'un alien aurait été retrouvé dans la carcasse. Cet alien, vous vous en souvenez tous, c'est celui que l'on voit être autopsié dans une célèbre vidéo apparue au début des années 90. Cependant, là, on vous rassure, l'auteur de la vidéo a reconnu que c'était bidon en 2005. Bien que la zone 51 soit l'une des principales nébuleuses autour de la légende extraterrestre, il en existe bien d'autres. En effet, plusieurs personnes ont affirmé avoir été enlevées par des extraterrestres. Il existe une dizaine de cas célèbres, et nous allons tous les étudier maintenant, au complet, ce qui portera l'émission à 3h30 et... Non mais tu déconnes là, j'espère. À ton avis, Nestor? Un jour tu auras ma peau. Nous allons parler ici du cas bien particulier de Berry et Barney Hill. Ce charmant couple décide un beau jour d'investir ses économies dans un voyage au pays des caribous et de la poutine. Le 19 septembre 61, alors qu'ils se baladent sur une belle route canadienne, ils aperçoivent au loin une forte lumière émise par un ovni en forme de disque. Tout d'abord, ils entendirent un premier son décrit comme un bip bip. Ouais. Mouchik il est content le Nestor, hein. Bah oui, il a fait une bonne grosse blague de beauf pour bien ruiner l'ambiance. Mais maintenant, s'il continue le Nestor, il va se manger une bonne grosse mandale dans sa gueule. Alors il va bien se taire maintenant Nestor, hein. On est d'accord? Hein? Ouais. C'est bien mon Nestor. Alors, il faut savoir qu'ils entendirent un deuxième bip bip juste après. Sauf qu'entre les deux bip bip, 55 km se sont écoulés sans qu'ils en gardent le moins de souvenirs. Leurs montres sont arrêtées et ils arrivent à leur destination avec un retard inexplicable de 2 heures. Une dizaine de jours plus tard, la charmante dame développe un stress post-traumatique où elle cauchemarde sur des êtres bizarroïdes de couleur grise avec des yeux de chat. Voyant la gueule du morceau à étudier, ils sont réorientés par leur médecin traitant vers un psychologue pratiquant l'hypnose. Ce dernier, après 7 mois de thérapie, va en apprendre plus sur cette prétendue histoire. Après avoir vu des lumières, les amoureux ont pris la fuite en voiture dans la forêt avant de caler. Ah, le hasard fait vraiment mal les choses. Après avoir été enlevé par les aliens, le couple aurait subi, entre autres, toute une série d'examens médicaux avant d'être placés dans leur voiture. Concernant les conclusions de cette hypnose, le médecin aurait déclaré avoir trouvé le couple de bonne foi avec des témoignages qui concordaient. Mais on se rend quand même bien compte par la suite qu'ils sont bien allumés. Plusieurs syndromes pourraient être évoqués ici, par exemple celui du syndrome des faux souvenirs partagés qui ont été développés pendant l'hypnose, et surtout facilité par le fait que Madame Hill, cette cachotière, racontait en détail tous ses rêves bizarroïdes à son mari. Madame Hill qui aurait également été diagnostiquée comme une femme avec une personnalité encline à l'imagination. Bon, dis donc, au bout d'un moment ça va les justifications psychostomatos de mes deux. Non mais attends Flo, tu crois vraiment que des aliens qui ont développé une technologie puissante et avancée se sont volontairement cassés la tête à faire un voyage interstellaire de dizaines de millions de kilomètres pour venir au Canada capturer 2 pégus du coin pour leur faire subir une coloscopie? Vraiment? Non mais attends mon Nestor là, on est d'accord quand même sur ce point de vue là. Et en plus, faut savoir qu'après tout le tapage médiatique que l'histoire a suscité, il s'est avéré que beaucoup d'histoires d'enlèvement s'étant déroulées après contenaient beaucoup d'éléments similaires à cette histoire-là. Notamment le fait que les aliens soient décrits comme des petits êtres gris, que l'enlèvement a été fait en forêt,
ou encore que l'examen médical a été effectué par des aliens. Ouais, donc à part que les aliens soient des bûcherons sadomasochistes de Dr House, y a rien d'autre à dire. Bon, allez, pour dépassionner un débat déjà bien enflammé, on va passer au prochain sujet qui va calmer un peu tout le monde, les fameux crop circles. Ouais, bon allez, laisse-moi le faire celui-là, hein, parce que t'as saoulé tout le monde avec tes pecnos de la campagne là, allez. Bon, ben je crois que j'ai pas le choix là. Non, effectivement, pas trop. Les premières traces des cercles de culture remonteraient aux années 50, où des fermiers américains découvrirent les premières traces dans leurs champs. Au cours des années 60-70, on en découvrit également en Australie, en Suisse et aussi en Turquie. C'est cependant dans les années 80 que les crop circles furent popularisés, notamment avec la découverte en 1985 d'un crop circle dans la région du Hampshire en Angleterre. Depuis, on ne compte plus les nombreux crop circles apparaissant chaque année. À chaque fois, le procédé est le même. Le dessin est fait en une nuit et est à chaque fois, sauf rare exception, de motifs circulaires comportant une multitude de détails très précis et parfaitement symétriques. À chaque fois, les tiges de culture ne sont pas rompues mais pliées, laissant apparaître une marque nécessaire pour la formation du dessin. Bien évidemment, la création de tels motifs ont tout de suite fait frissonner les amateurs d'histoires extraterrestres de tout poil. Cette croyance en une création venue de l'espace ne date pas d'hier. En 1967 ou encore en 1972, deux témoins oculaires auraient prétendu apercevoir une grande lumière dans le champ, la nuit précédant le crop circle. Il n'en fallait pas plus pour alimenter les rumeurs les plus folles. Cependant, la vérité est bien différente. Beaucoup de théories farfelues ont fait leur apparition, mais la très grande majorité des experts s'accordent sur une chose. Les crop circles sont des créations humaines, que cela soit des canulars ou de pures créations artistiques. À la fin des années 80, deux petits comiques du nom de Doug Bauer et Dave Shirley avouèrent avoir réalisé plusieurs motifs dans la région du sud-ouest de l'Angleterre. Les deux pécores avouèrent vouloir faire une plaisanterie, ajoutant même qu'ils réalisaient ces dessins la nuit, pendant que leurs compagnes dormaient. Les coquins. Leur méthode était très simple, une planche de bois attachée devant eux et manipulée à l'aide de cordes. Aussi simple que cela ? Peut-être bien. Bien qu'il existe encore des sceptiques dans l'audience, il ne peut maintenant y avoir plus aucun doute depuis 1995. Cette année-là, un collectif anglais, les Circle Makers, voit le jour. Ces derniers pouvant réellement être comparés à de véritables artistes créant d'immenses toiles naturelles dans les champs. Ce travail d'une réelle précision fut d'ailleurs repris dans de nombreuses campagnes à vocation publicitaire. Le magnifique quotidien anglais The Sun, c'est ironique, fit réaliser les 5 anneaux olympiques pour les JO de Londres. En 2013, la société d'informatique Nvidia fit également appel à ces véritables artistes pour représenter leur nouveau processeur en plein cœur de la Californie. Bien que les crop circles soient évidemment rattachés à la création humaine, il reste cependant quelques questions sur les modes de création. Dans la grande majorité des cas, la création de ces crop circles, bien qu'elle ne requiert que du matériel rudimentaire, demande tout de même un travail coordonné de plusieurs personnes travaillant de nuit, bien souvent aidées de vision infrarouge pour se repérer. Cependant, il est à noter que plus le temps et la technologie avancent, plus les dessins deviennent de plus en plus précis. De nombreuses personnes pensent que les dessins seraient maintenant effectués grâce à un système GPS dirigeant un robot. Cette machine, appelée magnétron, diffuserait des ondes électromagnétiques nécessaires à l'inclinaison des plans de culture, permettant des dessins de plus en plus complexes. Les seules incertitudes ne concernent que de très rares cas où les plans auraient été tressés avant même d'être aplatis, ce qui ne serait évidemment pas possible avec une planche en bois ou un robot. Mais ne faisons pas notre fine bouche. Devant le très grand nombre de crop circles expliqués de manière rationnelle, il est très peu probable que cela soit l'œuvre d'extraterrestres. Le mystère ne vient certainement pas d'ailleurs. Bon, et bien voilà mon cher ami, on vous a un peu démontré ce qu'on savait faire. On peut rentrer ou bien... Oh, tout ceci n'a vraiment plus aucune importance. Laissez-moi donc entamer une dépression cosmique. Vous êtes visiblement trop intelligent pour transmettre notre message intersidéral profondément débile, et votre popularité de minable ne m'aidera pas plus que cela. Dans le genre charmant? Non mais attendez, là, nous avons quelqu'un à vous proposer et qui serait vraiment chaud pour vous aider. Ah bon, et qui donc? Oh, dites-le moi, et je vous rends la liberté. Oh, par pitié, dites-moi. Ça vous intéresserait de rencontrer un certain Sylvain Durif ?